Si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir cette chaîne Eratosphère, ce n'est pas très compliqué. Désactivez les bloqueurs de pub si vous en avez. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, la partagez un maximum, commentez en restant correct et regardez mes autres vidéos afin d'augmenter mon référencement sur YouTube. Salut les terriennes, salut les terriens. Au 8 septembre 2017, 3667 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'une étoile autre que la nôtre, le Soleil, ont été confirmées. Dans 2747 systèmes planétaires, dont 616 systèmes planétaires multiples. Plusieurs milliers d'exoplanètes supplémentaires découvertes au moyen de télescopes terrestres ou d'observatoires spatiaux, dont Kepler, sont en attente de confirmation. En extrapolant à partir des découvertes déjà effectuées, il existerait au moins 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Aucune d'entre elles ne montre de signes de vie. Pourquoi ? Que sait-on aujourd'hui de l'apparition de la vie sur Terre et sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? Ce sont de vastes questions auxquelles il est très difficile de répondre car nous ne possédons pas tous les éléments permettant d'y répondre de manière certaine. Je voudrais faire une petite remarque personnelle faisant preuve d'esprit critique. Lorsque je regarde des études ou des recherches scientifiques faites jusqu'à aujourd'hui, la plupart du temps les scientifiques se basent sur le modèle de vie que nous sommes, nous, êtres humains, et orientent leurs recherches sur les éléments la constituant, afin de dire si une planète est potentiellement habitable ou non, mais uniquement pour nous. Personnellement, je trouve cette façon de penser assez fermée, car pourquoi ne serait-il pas possible que la vie connaisse d'autres formes que celles que nous connaissons ? À chaque fois, les chercheurs veulent absolument trouver de l'eau liquide, de l'oxygène, etc., pour montrer que la vie serait possible. Mais pourquoi la vie serait impossible s'il n'y a pas d'eau ni d'oxygène ? Il faut arrêter un peu de croire que nous sommes le centre de l'univers, messieurs les scientifiques. Je ferme la parenthèse. Le reste de la vidéo se concentre sur le modèle de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Alors, que sait-on de l'apparition de la vie sur Terre aujourd'hui ? Pour le moment, seule la Terre conserve le privilège de la vie. Pourquoi et comment ? C'est pour comprendre cette rareté que les scientifiques tentent de reconstituer l'histoire de la prime enfance de notre planète qui porte en elle une époustouflante diversité. L'enquête est immensément ardue car en raison de l'activité tectonique de la Terre, il reste très peu d'indices de ce passé lointain. Quelques roches sur des bouts de continents, vestiges de ces temps immémoriaux et de minuscules cristaux que les géologues tentent de récupérer et de rassembler. C'est à partir de ce maigre trésor, mais grâce à des instruments d'analyse de plus en plus performants, que l'histoire mouvementée des débuts de la vie est en train de se préciser et de révéler de surprenants secrets. Un joyau a ainsi été mis au jour il y a à peine quelques mois dans la région de Pilbara, à l'ouest de l'Australie. Emmanuel Javot, professeur à l'université de Liège en Belgique, et ses collègues japonais et français ont réussi à extraire de sa gangue un chapelet de micro-organismes fossiles long de 100 micromètres, soit un dixième de millimètre. À l'œil nu, il n'apparaît pas plus gros qu'un point sur un i caché au sein des plus vieilles roches terrestres. Pourtant, il s'agit de rien de moins que l'une des plus anciennes traces de vie terrestre, datée de 3,45 milliards d'années. Autre fabuleuse trouvaille, à peine quelques semaines plus tard, un zircon de 4,1 milliards d'années, toujours prélevé en Australie, dans la région des Jack Hills, par une équipe de l'Université de Californie. Ce minéral est une pépite pour les chercheurs. Il est en effet si résistant que les processus tectoniques ne parviennent pas à le détruire, mais l'incorporent aux roches en formation. Cette boîte noire de la Terre garde ainsi la mémoire des couches géologiques disparues. Au sein de l'échantillon retrouvé par les scientifiques californiens se loge ainsi un fragment de graphite qui présente une extraordinaire particularité. Son analyse montre qu'il est enrichi en isotope 12 du carbone. Or, toute activité biologique produit justement un excès d'isotope 12 de carbone. De là à en déduire que la vie sur Terre a pu apparaître il y a 4,1 milliards d'années, il n'y a qu'un pas que l'équipe américaine a vite franchi.
même si cette affirmation a été aussitôt critiquée par les géochimistes qui rappellent que certains processus totalement abiotiques, c'est-à-dire ne faisant pas appel à la vie, peuvent tout à fait créer un déséquilibre en faveur de cet isotope. Toutes les études montrent que la vie est apparue entre moins 4,3 et moins 3,5 milliards d'années. Nous estimons en effet que la planète est devenue habitable il y a 4,3 milliards d'années, nous explique Emmanuel Javot. Tout s'est donc passé au cours des 300 premiers millions d'années de l'existence de la planète, un temps extrêmement bref par rapport à l'âge de la Terre estimé à 4,56 milliards d'années. C'est donc durant cette période que toutes les conditions indispensables à la vie ont pris place, selon une succession d'épisodes que les scientifiques commencent à retracer étape par étape. Première d'entre elles, l'apparition d'un plancher. Il fallait en effet un sol dur pour que le vivant puisse s'accrocher au fond des océans ou sur les terres émergées primitives. Si l'on en juge par la datation d'autres échantillons de zircon retrouvés en Australie en 2014 par l'équipe de John Valley de l'université de Wisconsin-Madison aux États-Unis, cet épisode se serait produit il y a 4,4 milliards d'années. Le chercheur estime en effet que la Terre s'était suffisamment refroidie en 160 millions d'années et comportait déjà, ça et là, des fragments de continents sur lesquels la vie pouvait prendre pied. Seconde étape, l'acheminement et le maintien de l'eau liquide. Sans elle, pas de structure complexe supramoléculaire fondée sur la chimie organique. L'eau liquide est en effet indispensable pour la mise en solution et l'interaction entre molécules. En outre, parce que c'est une molécule bipolaire, elle peut s'associer avec d'autres et former un réseau que l'on appelle tridimensionnel. Celui-ci permet de maintenir à l'intérieur d'une cellule la structure des protéines et des acides nucléiques. Elle joue un rôle de tampon en préservant le milieu des variations brusques de température ou de pression. Aujourd'hui, on considère que l'eau est le résultat de deux processus. D'une part, le bombardement par les comètes, ces corps glacés qui sont tombés sur la jeune Terre, et d'autre part, l'éjection de la vapeur d'eau des volcans lors de la formation de l'atmosphère primitive. De grandes quantités d'azote, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone ont été émises par l'océan magmatique qui couvre alors la Terre et dont la température frôle les 1000 degrés. Notre planète se refroidissant 300 millions d'années plus tard, la vapeur d'eau se condense peu à peu en liquide avant que la composition de l'atmosphère ne commence à évoluer pour s'enrichir 2 milliards d'années plus tard en oxygène. Et c'est par la pression atmosphérique, autant dit la colonne d'air qui pèse à la surface, que l'eau à l'état liquide est maintenue sur la Terre. Mais cette eau a également besoin d'un bouclier constitué par le champ magnétique, cette immense protection qui entoure notre planète en déviant en permanence les particules de haute énergie qui circulent dans l'espace. Celui-ci protège en effet l'atmosphère. Si ces particules n'étaient pas déviées, leur énergie suffirait à dissocier les molécules d'eau dans la haute atmosphère, lesquelles s'en échapperaient. Mais comment s'est formé ce champ magnétique ? Cette question agite les scientifiques qui ont fini par établir que celui-ci prend son origine dans le noyau de la Terre, constitué d'un liquide formé essentiellement de fer et brassé en permanence. Au centre se trouve en effet ce qu'on appelle la graine, une sphère solide de fer dont la température frôle les 6000 degrés Celsius et qui grossit au fur et à mesure que le noyau évacue sa chaleur, soit 10 000 tonnes chaque seconde aujourd'hui. Et c'est la concordance de ces deux éléments, c'est-à-dire la graine solide et le noyau liquide, dotés chacun de mouvements qui crée le champ magnétique et assure son maintien. Pour autant, tout n'est pas résolu, loin de là, car les chercheurs se heurtent à un problème. L'âge de formation de ce bouclier protecteur. La graine s'est formée il y a environ 1,5 milliard à 500 millions d'années. Au cours de l'été 2015, une équipe de l'université de Rochester aux États-Unis a réussi à prouver que le bouclier magnétique de la Terre était déjà en place il y a plus de 4 milliards d'années. Comment, dès lors, expliquer son existence en l'absence de graines ? Pour tenter de résoudre l'énigme, James Bardow a conçu une série d'expériences avec une presse à enclume de diamant, le matériau existant le plus dur, pour recréer en laboratoire les conditions régnant à l'intérieur de la Terre. Le principe est de placer un échantillon similaire aux roches des profondeurs entre les mâchoires de la presse, celle-ci étant capable d'atteindre jusqu'à plusieurs millions de fois la pression atmosphérique,
tout en le chauffant au laser. Nous voulions savoir si avant la formation de la graine, le noyau liquide pouvait quand même maintenir ses agitations à l'origine de champs magnétiques, nous dit le chercheur. Et la réponse est oui, moyennant un petit coup de pouce céleste. Cela devient possible si le noyau liquide contient une petite quantité d'éléments chimiques légers, par exemple de l'oxyde de magnésium en provenance du manteau. Et cela peut survenir si un corps céleste est entré en collision avec la jeune Terre. Une éventualité que les planétologues ont l'habitude de rencontrer puisqu'ils l'envisagent depuis longtemps pour expliquer la formation de la Lune. Mais personne n'avait encore songé à y avoir recours pour expliquer l'origine de la vie. Après le choc, tout se passerait comme lorsqu'on débouche une bouteille de champagne. Les éléments les plus légers, les bulles, dans le cas du breuvage, s'échappent en créant des remous dans le liquide. De la même manière, le noyau liquide de la Terre expulserait les éléments légers comme l'oxyde de magnésium. Et cette expulsion suffirait à fournir assez d'énergie pour produire un champ magnétique. Un scénario cohérent que le chercheur James Badrow a présenté au Congrès international de géophysique à San Francisco fin décembre 2015 et qui a eu les honneurs de la revue Nature. Au final, les chercheurs semblent disposer de la recette ayant permis à notre planète de devenir durablement habitable. Une recette aux multiples ingrédients qui semble n'avoir été reproduite nulle part ailleurs. En conclusion, pour résumer cette vidéo, cela veut dire qu'il y a de fortes chances pour que ce soit la Lune qui soit à l'origine de la vie sur Terre, puisque la Lune, d'après l'hypothèse de l'impact géant, s'est formée suite à la collision avec la Terre de Theia, un objet de la taille de Mars. Serait-ce cet impact qui aurait engendré le bouclier du champ magnétique terrestre et de fait aurait permis la présence de tous les éléments nécessaires à la vie ? Si tel est le cas, on comprend mieux que nous soyons si seuls dans l'univers, car la probabilité qu'un tel événement soit arrivé ailleurs, rassemblant tous les paramètres nécessaires, doit être tellement infime que même si nous explorons un jour 1/100 de l'univers avant que notre Terre soit détruite par le Soleil, il n'y a que peu de chances que nous trouvions une vie semblable à la nôtre quelque part dans cet espace immense.